La présentation que je vais vous faire, c'est un petit peu la présentation que j'aurais aimé avoir avant d'être attaqué. Euh, savoir comment ça se passe. Bon, donc retour d'expérience. C'est un petit peu technique par moment sur ce qu'on a pu faire, comment on a géré la situation. Toute la question de la sensibilisation de nos élus, de nos directions générales, ne sont pas forcément abordées. Par contre, si les diapos peuvent vous servir, n'hésitez pas. J'ai mis en bas à droite TLP Green, hein, c'est juste, bon, éviter de le mettre directement sur Internet de manière très très large, mais la plupart des informations sont publiques. Hein. L'ANSSI a déjà communiqué beaucoup sur ce qui nous est arrivé, a dévoilé beaucoup de secrets, donc pas de souci. Alors, l'idée, c'est effectivement retour d'expérience. Comment ça nous est arrivé, pourquoi ça nous est arrivé, comment on est reparti, comment c'est organisé. Je vais aller assez vite sur certains points parce que c'est pas le plus important. Qui on est, voilà, une grosse collectivité territoriale. Juste quelques chiffres 2800 ordinateurs sur le système d'information. Pour donner un ordre d'idée, 65 agents à la direction du système d'information et du numérique. On communique beaucoup depuis 2019 sur un projet qui s'appelle Territoire Intelligent, qui a pour but de mieux gérer les services urbains. La conséquence surtout pour la DSIN, c'est l'arrivée massive de systèmes que je qualifierais d'industriels, signalisation tricolore, éclairage public, contrôle d'accès aux bâtiments, contrôle d'accès aux plateaux piétons. Et le but du projet est de gérer de manière plus intelligente, plus efficiente, plus efficace ces systèmes-là, réaliser beaucoup d'économies d'énergie, et on est amené à les interconnecter, ce qui va nous causer pas mal de, pas de problèmes, mais on va devoir passer pas mal de temps à réfléchir comment on gère ces systèmes-là. Bon, c'est pas ce qui a provoqué la cyberattaque, mais c'est le contexte aussi des collectivités, des grosses collectivités, et je pense que ça va arriver un petit peu partout. Alors ça, c'est tout à fait public. La Chambre régionale des comptes nous a audité en 2019-2020. Et c'est attardé à la sécurité de l'information, à la gestion de la sécurité de l'information. Le retour n'était pas gégène, hein, pas excellent. On n'aurait pas été cyberattaqué sinon. Mais c'est intéressant et je pense qu'on est assez nombreux à se retrouver dans ce contexte-là. Hein. C'est pas réellement de PSSI en place. RGPD, il y a encore du boulot. Le schéma directeur informatique, il n'est pas tout à fait clair. On accumule les projets, mais sans forcément beaucoup de cohérence. Oui, le SI d'une grosse collectivité, enfin la nôtre, c'est quelque chose un petit peu bancal par moment. Alors, juste, je ne l'ai pas précisé, moi je suis RSSI depuis 2020. Donc pas de politique de sécurité, oui, effectivement, hein, il n'y avait pas de RSSI avant. Donc le poste de RSSI a été créé à cause du contexte. Marseille qui se fait cyberattaquer en 2019, notre projet Territoire Intelligent, cet audit de la CRC qui nous a poussé à nous organiser en matière de sécurité de l'information. Problème, on avait quand même beaucoup de retard sur les acteurs malveillants, sur le crime organisé. On n'a pas été assez vite. Constat, ça c'est mon constat. Globalement, dire qu'on faisait quelques petites choses quand on pouvait, c'est-à-dire qu'on se considérait comme une collectivité, donc pas grand-chose de très précieux. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver ? Qui voudrait s'attaquer à une collectivité territoriale ? On est gentil. Donc on met un pare-feu, on met des antivirus, un peu comme dans les années 90. On considère que ça suffit un petit peu. Voilà, j'ai mis ma porte elle ferme un peu à clé. Il y a un petit jour, mais c'est pas très grave. On nous en veut pas. Donc grosse liste de choses sur lesquelles on n'était pas très bon. Hein. Question de la gouvernance, je pense aux questions par rapport aux élus. Oui, c'est vu de loin, quoi. Hein. C'est de l'informatique, c'est une question annexe. C'est pas la collectivité n'a pas vocation à faire de l'informatique et en plus de la sécurité. C'est une question technique. Hein. On va faire un petit chèque de temps en temps et il y aura quelques barbelés. Il y a au moins une personne qui voit de quoi je parle. Donc, qu'est-ce qui nous est arrivé ? On va rentrer dans le sujet, puis là, je vais prendre un petit peu plus de temps pour détailler.
Ça, c'est le schéma de notre attaque. C'est juste pour montrer que c'était extrêmement rapide. Ça nous est arrivé le vendredi 22, 16 janvier, à 22 heures. Alors tout ça, on le sait après. Hein. Quand on est cyberattaqué, on ne le sait pas. Régis Dubrulle le disait. Première chose, c'est déjà comprendre ce qui se passe. Ça prend un peu de temps. C'est le résultat des analyses forensiques qu'on a menées avec un prestataire qu'on a trouvé dans l'urgence. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la première chose, un compte d'un de nos prestataires a été volé, login mot de passe. Première faille, effectivement, un compte un peu mal géré, historique, d'un prestataire qui avait des accès chez nous, en télémaintenance, parce qu'il devait paramétrer un système, il nous aidait, chose assez classique. On a constaté que la veille, le jeudi soir, l'acteur malveillant a tenté de se connecter. Probablement, il venait d'acheter l'accès, hein, 100 $, 50 $, 40 $, je ne sais pas, peut-être un peu moins même. Il a vu que le compte il fonctionnait, donc j'imagine moi personnellement, sans le savoir, qu'il a profité de la journée pour préparer son petit kit d'attaque. On le voit après, hein, copie d'un binaire malveillant. Le binaire malveillant, il était créé spécifiquement pour nous, c'est-à-dire qu'il était basé sur un malware, sur un ransomware classique, mais il était recompilé spécifiquement pour la collectivité, c'est-à-dire qu'aucun antivirus ne détectait le binaire comme malveillant. Ça passait, voilà, on pouvait le copier sur tous les postes, sur tous les ordinateurs, ça ne posait aucun souci. Donc, l'acteur malveillant se connecte chez nous à 22 heures. Il n'a pas beaucoup travaillé, hein, à 6 heures du mat, c'était fini. Donc, il utilise notre système de télémaintenance, qui est le même que pour le télétravail. Il arrive à se connecter sur un bureau Windows, sur lequel, normalement, le télémainteneur travaille. Il constate qu'il peut rebondir sur 2-3 serveurs en plus, notamment un serveur qui a un accès vers Internet. Pratique pour lui. Il peut démarrer un outil qui s'appelle Cobalt Strike, qui lui permet de travailler plus confortablement. Il a directement accès au serveur. Cobalt Strike, c'est en théorie un outil de test d'intrusion, mais qui est utilisé aussi parfois de manière malveillante. Et on va dire que c'est une belle cochonnerie à bloquer. Hein. Le moindre accès Internet est utilisé. Et ça permet réellement à un acteur malveillant d'être présent sur votre SI assez longtemps. Donc qu'est-ce qu'il fait chez nous? Il scanne notre Active Directory à l'aide d'outils classiques. Il trouve des vulnérabilités, il trouve probablement peut-être un mot de passe dans un fichier. Au fur et à mesure, en quelques heures, il atteint le compte administrateur du domaine. Voilà, il était roi du pétrole chez nous. Ça va extrêmement vite. Les prestataires de tests d'intrusion vous le diront. Normalement, c'est une affaire de quelques heures, quelques minutes pour être administrateur du domaine sur un Active Directory qui a un petit peu trop vécu. À partir de là, bon, il est admin du domaine, il sait qu'il peut faire tout ce qu'il veut sur toutes nos machines Windows. Il interroge l'Active Directory pour avoir une liste de machines à attaquer. Donc il collecte l'ensemble des serveurs Windows, l'ensemble des postes de travail connectés à notre système d'information. Il copie son fichier malveillant sur toutes ces machines-là, à l'aide de commandes d'administration classiques. Hein. Il travaille de la même manière qu'un administrateur système. Une fois que tous les fichiers sont copiés, il lance. 6 heures du matin, il lance. Le binaire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous les fichiers, il les chiffre, il les détruit. Et à partir de là, c'est fini pour nous. Constat, 100% des serveurs Windows ont été attaqués. 8% des PC seulement. Pourquoi? Parce que nous, pour des raisons énergétiques, les PC ils sont éteints la nuit. Donc, mesure de sécurité, éteignez vos PC. J'y avais jamais pensé avant. Mais c'est imparable. À la limite, si vous avez des serveurs qui ne servent pas, éteignez-les aussi. Hein. Donc voilà. Uniquement des actions manuelles, je dirais. Hein, le choc, c'est un peu comme un cambriolage. C'est de se dire qu'il y a un acteur qui est sur votre SI et qui manuellement fait ce qu'il veut. Il a accès à tout. Donc il peut consulter vos données, il peut les détruire, il peut les transférer où il veut, il peut prendre la main sur tous vos logiciels. Je reparle rapidement des systèmes industriels qu'on a. Hein. Si la signalisation tricolore est intégrée à votre Active Directory, rien ne l'empêche de passer un feu au vert, un feu au rouge.
Bon, il y a d'autres sécurités, heureusement, mais... Alors, pourquoi il est arrivé chez nous? Ça, j'ai plus la télé qui est là, je peux me déplacer. On le voit, hein, un compte qui est volé, ça veut dire qu'on ne fait pas beaucoup de revues de compte. Son mot de passe, il n'a peut-être pas été renouvelé comme il fallait. Le compte, il était peut-être utilisé par plusieurs personnes chez le prestataire. Ça se détecte. Bon, pas chez nous. L'acteur malveillant s'est connecté à 22 heures. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir qu'un télémainteneur se connecte à 22 heures, mais nous, on essaie de le faire maintenant. Il n'est pas normal qu'un télémainteneur se connecte à 22 heures, surtout depuis l'étranger. On parlait tout à l'heure de MFA, d'OTP. Bah oui, le login mot de passe, c'est facile à voler. Régis nous l'a montré. C'est volé, on rentre. Pas d'authentification renforcée. Aucun autre mécanisme de protection, donc l'acteur malveillant est rentré. Et puis ensuite, aucun mécanisme qui permet de contenir l'attaque. C'est-à-dire que tous les systèmes sont mis ensemble, hein, tout est dans l'Active Directory par commodité, donc tout est détruit. L'élévation de privilèges, parce que l'Active Directory n'est pas suffisamment sécurisé, les pratiques d'administration ne sont pas à l'état de l'art, les administrateurs ne sont pas forcément conscients des risques. Donc oui, beaucoup de travail. Comment ça se passe? 6 heures du matin, chiffrement lancé, détection à l'embauche le samedi matin, 8-9 heures du matin, les premiers agents arrivent dans les bibliothèques, les services qui peuvent être ouverts dans une mairie le samedi, je pense à l'état civil peut-être. Les utilisateurs constatent que le système est un petit peu lent, ils commencent à constater quelques dysfonctionnements. Oui, il n'y avait aucun mécanisme de détection d'incidents de sécurité, cybersécurité, on n'a pas de SIEM, on n'a pas de SOC, enfin on n'avait pas d'EDR, donc c'est l'utilisateur qui détecte à l'ancienne, qui appelle son responsable, qui appelle l'astreinte informatique, qui ne comprend pas, qui appelle son responsable, et ainsi de suite. Donc moi je suis prévenu autour de 13h, 13h46 précisément. Et puis après, on prend tout l'annuaire et puis on appelle tout le monde. Hein, et ça défile. Après moi, c'est la direction générale, très rapidement, les élus. Chez nous, aucun doute. Hein, on a retrouvé des fichiers chiffrés partout avec une extension typique d'un ransomware. Des fichiers README qui nous expliquent comment aller négocier pour payer une rançon. Bon, on n'a pas suivi, mais l'attaque ransomware ne faisait réellement aucun doute. Donc on continue. Qu'est-ce qu'on fait à 15h, jusqu'à 15h30 déclenchement de mesures de protection que j'avais en tête, qui n'étaient pas encore formalisées. Hein. Le processus de gestion de crise, il n'était pas nécessairement en place. Mais l'idée immédiate, c'était de couper Internet. Première chose, puisque l'acteur, il n'est pas en France, hein, il passe bien par Internet pour nous attaquer. Donc on coupe tous nos liens Internet pour lui couper l'accès. On isole tout ce qu'on a envie de protéger. Donc l'Active Directory, si jamais il est propre, on le met de côté. Bon, il n'était pas propre. On isole les sauvegardes, parce que comme on le disait, si l'acteur a le temps de venir détruire les sauvegardes, ou s'il peut, il va le faire. Donc on met de côté. On coupe tous les accès entre les ordinateurs et les serveurs. Parce que si j'ai des ordinateurs propres, des serveurs propres, je veux les garder propres. À partir de là, on n'a plus aucun SI, il n'y a plus rien qui tourne. Hein. Et c'est là où le Courrier de l'Ouest a commencé à parler de nous. On a coupé tout le système de la bibliothèque. La bibliothèque, par précaution, a dit à tout le monde, excusez-nous, hein, on a un souci informatique, on vous met dehors gentiment, merci de rentrer chez vous. Les journalistes ont rapidement été informés. Et puis après, on déroule une gestion de crise. On met en veille tous nos serveurs Windows. Alors on les éteint pas, on les met en veille, parce que le bon conseil, c'est de garder une empreinte mémoire pour pouvoir éventuellement retrouver une clé de déchiffrement ou pouvoir faire des enquêtes judiciaires. On appelle Régis ou ses collègues au CERT-FR. Effectivement, hein, CERT-FR répond en fonction de leur disponibilité. Et je pense qu'en général, quand vous êtes attaqué, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont attaquées. Donc CERT-FR ne sera pas disponible. Enfin, pas le week-end. Et puis vous recherchez un prestataire de réponse à incident surtout. Là, c'est l'appel aux amis, si vous n'avez pas déjà contractualisé avec quelqu'un. On a eu de la chance. Moi, le lundi matin, les cyberpompiers qui étaient là, je les connaissais déjà. J'avais déjà travaillé avec eux, c'est très confortable. Mais si vous n'avez pas contractualisé avant, vous allez commencer à chercher le cyberpompier le lundi.
Donc ça c'était le samedi, le dimanche, on contrôle, on s'organise, on prépare l'arrivée des agents le lundi parce que une DSI 65 personnes, il faut contacter tout le monde pour leur dire ce qui se passe. Il y en a qui est en train de faire, alors pas un barbecue, on était en janvier, mais tranquillement chez eux. Et puis on commence à gérer les urgences. 16 janvier, nous la paye, on l'a fait autour du 18 janvier. On commence à percevoir les problèmes qu'on va avoir la semaine prochaine, enfin la semaine suivante. La petite image, c'est ce qui était dans la presse. C'est une manière de joindre tous nos utilisateurs. Mettre un beau A3 dans les ascenseurs. Attention, on est cyberattaqué, n'allumez surtout pas les ordinateurs. On vous en dira plus dès qu'on en saura plus. Je regarde le temps, ça va encore. Gestion de crise. Coup de chance, on a eu une crise Covid un an avant. Donc l'idée avec la direction générale, c'était de s'inspirer de la gestion de crise Covid qui était en place précédemment, d'inscrire la gestion de crise dans ce que la collectivité sait faire, enfin la manière de travailler entre nous. Il n'y a pas un modèle de gestion de crise typique, je pense. Nous, c'est ce qui nous convenait. Ce qui convenait à la collectivité, c'est réunion avec, alors le maire avec 2 i, c'est pas volontaire. Il y a quelques fautes d'orthographe, je m'en excuse. Donc cellule stratégique avec le maire, la direction générale, le DSI ou moi de temps en temps, tous les matins. C'est ce qui convient bien à la collectivité, c'est-à-dire que tout le monde se réveille, prend son café, 8h30, salle du conseil municipal, et on suit tout ça. Et tout au long de la journée, l'idée c'était que chacun travaille dans son coin sur ces thématiques. Et quand je dis chacun, c'est pas que la DSI, ça va être les services de communication internes, externes, la RH, le juridique qui est pas là. Voilà, chacun avait ses cellules opérationnelles. On met ça en commun ensuite, autour de 17h30. Ça nous prenait 1h30 tous les jours, à peu près. Et le lendemain matin, l'information digérée arrivait à nos élus. Donc ça a tourné comme ça pendant 15 jours, 3 semaines, tous les jours. Donc quand on parle préparation, gestion de crise, alors j'ai pas encore lu, je m'excuse Régis, le guide préparer sa gestion de crise, mais c'est vraiment ce genre de choses auxquelles on doit se préparer, c'est savoir qui dialogue avec qui. Une chance qu'on avait, c'est que nous, tout le monde se connaissait relativement bien, c'était assez fluide, on n'a pas cherché à savoir qui était le coupable, c'était fait, de toute façon, on était cyberattaqué, ça n'aurait rien changé. Et donc, non, c'est quelque chose qui a bien fonctionné, on est très content quand ça s'arrête, parce que ça prend un temps fou, mais c'est essentiel. Quels sont les impacts ? Il n'y a plus d'informatique, c'est simple. Je ne fais plus de bureautique, je ne fais plus d'application métier. C'est-à-dire que s'il faut sortir un acte d'état civil informatisé, c'est pas possible. Bon, s'il faut aller chercher les archives papier qu'on doit avoir dans un coin, c'est toujours faisable, mais ça prend un peu plus de temps. Nos sites web publics en GFR, angeloiremétropole.fr, ils sont hébergés chez nous. Bon, ils n'étaient plus là. Difficile de communiquer vers les Angevins. Et pire que ça, on n'y pense pas, mais le samedi, je n'avais aucun ordinateur qui m'inspirait confiance. C'est-à-dire que je ne savais pas ce qui s'était passé. Toutes les machines connectées sur le réseau étaient suspectes. Donc même l'administrateur qui devait réparer le système n'avait plus d'ordinateur fiable pour travailler. Petite chose rigolote, les contrôles d'accès au bâtiment étaient HS. Ça veut dire qu'il y a des portes qui sont par défaut ouvertes, des portes qui sont par défaut fermées. Dans une salle serveur, par défaut, c'est fermé. Donc, plus compliqué pour rentrer. La messagerie, alors, on parlait d'Office 365 tout à l'heure. Nous, elle était déjà hébergée par nos amis américains. On a pris la précaution de couper tout l'accès à la messagerie parce qu'on ne savait pas si l'acteur avait rebondi sur la configuration Office 365 ou pas. Donc on a coupé, même si fonctionnellement, il n'y avait rien de particulier. Une décision du maire, ça c'était le week-end, on garde tous les accueils physiques ouverts. Le service public continue à tourner, on n'a pas d'informatique, on va se démerder, on va voir ce qui va se passer. On garde tout ouvert, procédure dégradée, plan de continuité d'activité. Il y a des directions qui sont préparées, ça fonctionne bien. Je pense à la bibliothèque qui a des processus papier, ça s'est bien déroulé. D'autres, ça a dû être un peu plus compliqué. Autre chose qui est aussi assez vite décidée, c'est on est transparent. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que le maire a fait une petite vidéo sur Brut.
C'est aussi les conseils de l'ANSSI. L'ANSSI, enfin CertFR nous a aussi accompagnés là-dessus. L'idée, c'est de dire ce qui se passe chez nous, pas caché. Bon, on n'était pas non plus en situation hyper compliquée, où on aurait perdu toute notre sauvegarde, où c'était la catastrophe éternelle, mais c'est pas simple quand même d'ouvrir la porte dans ces moments-là. Alors on avait quand même des trucs qui continuent à fonctionner. Tout ce qui n'est pas Windows, ça fonctionnait bien. Mon système de paye, enfin notre système de paye, il était sous Linux. Ouais, c'est bien, le système de paye il tourne, par contre il n'y a pas d'ordinateur pour l'utiliser. S'il faut sortir des bulletins de paye sans ordinateur, c'est pas possible. Donc c'est pareil, tout ce qui est délégué, sous-traité ailleurs, pas de souci, mais c'est une supposition, il faut vérifier. Tout ce qui est infrastructure, stockage, virtualisation, bon, on a vu après coup que ça n'a pas été touché, c'est une chance. Le premier message de CertFR, quand on les a, c'est faites attention, on connaît des acteurs malveillants qui ont cassé Windows, mais après ils vont casser VMware, ils vont casser votre sauvegarde, ils vont casser d'autres choses. Donc nous, c'est notre situation, on a eu de la chance. Alors l'ANSSI le dit dans un compte-rendu, effectivement, signalisation lumineuse tricolore, les feux tricolores, ils ont continué à faire vert, jaune, rouge comme il fallait. Par contre, comme on a coupé beaucoup d'accès réseau, ils étaient désynchronisés. Donc la première journée, ça doit aller, mais au bout de quelques semaines, il peut y avoir des décalages. Je ne pense pas qu'il y ait eu de gros soucis, mais bon, il pourrait se passer beaucoup de choses. Les parkings, ça continue à fonctionner. Pourquoi je le mets là? Parce qu'on a des confrères dans d'autres collectivités où le parking est géré par la collectivité directement, les barrières. Donc parking gratuit. Chez nous, c'est une société publique locale qui gère, donc pas de souci. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas un problème un jour. Donc, dans les impacts, combien de temps ça prend après? Au bout d'une semaine, retour de la messagerie, youpi, enfin un bon signal. Bon, c'est que la messagerie, et puis encore, elle n'était pas touchée. Retour de la messagerie, puisqu'en fait, CertFR a analysé un peu nos logs, notre config, nous a dit ok, c'est propre, il n'y a pas eu de rebond, donc vous pouvez y aller. 2 à 3 mois, je mets quasi totalité des applications métiers. Oui, au moins toutes les grosses applis étaient là. 2 à 3 mois quand même. Un parc PC quasi complet, mais avec beaucoup de restrictions. Au bout de 6 mois, c'est septembre-octobre 2021. Les acteurs, enfin nos collègues ont commencé à retrouver des accès vers Internet qui étaient relativement corrects. Bon, ils peuvent toujours pas aller sur certains sites de transfert de fichiers, sur certains réseaux sociaux, mais rentrée de septembre, ils avaient le droit d'aller sur SSI GouVFR, pas de souci, site de confiance. Finance.gouvfr, un peu moins, mais on les laissait quand même aller. Et c'était à peu près tout, quoi. C'était les accès métiers uniquement. Hors de question d'aller sur YouTube. Plus d'un an, je mets plus d'un an parce que c'est les travaux d'actualité, c'est rétablir tous nos web services, payer sa facture d'eau en ligne, inscrire les enfants à la crèche, payer des accès piscine. On remet ces accès au fil de l'eau, un après l'autre, c'est extrêmement lent. Télétravail chez nous, ça fait 18 mois que personne ne fait de télétravail en pouvant accéder au système de paye, à la finance ou des choses comme ça. Donc ils peuvent faire de la bureautique à distance, mais c'est tout. Donc en période de crise Covid, pas simple. Alors juste, petit paragraphe. Comment on a traité les urgences? Effectivement, avoir un référentiel d'application et savoir quelles sont les plus importantes, c'est bien. Il n'est jamais parfait. Chez nous, les priorités, c'était les sites institutionnels, en GFR, en Loire Métropole. Il fallait qu'ils soient de retour rapidement. Tout ce qui est vraiment le cœur de métier de la collectivité, tout ce qui est RH, gestion financière, c'était la priorité 0. Et puis après, c'est tout ce qui permet d'avoir une relation avec l'Angevin. Si je ne peux pas répondre à l'Angevin qui vient, ça m'embête, donc l'état civil, toutes les fonctions essentielles. Et puis après, on déroule la liste. 33, il reste un petit quart d'heure. Financièrement, combien ça coûte? Cher. Je ne sais pas combien était la rançon, on n'a pas négocié. Mon avis, l'intérêt d'un cybercriminel, c'est de fixer une rançon qui va vous coûter un petit peu moins cher que la restauration. Vu que la restauration ça coûte très cher, il peut se faire plaisir sur la rançon. Donc qu'est-ce qui nous a coûté cher? Les cyberpompiers, ça coûte cher. C'est-à-dire que vous allez demander à un prestataire de venir, il doit laisser en plan tout ce qu'il avait prévu pendant les 15 ou 3 semaines qui suivent, 15 jours ou 3 semaines qui suivent. C'est des profils qui sont assez rares, je pense, ça coûte très cher. Pareil,
Une DSI, on est 65, mais moi j'avais une seule personne, on est une seule personne dans notre équipe qui est capable de faire du stockage, de la sauvegarde, de la virtualisation. Il devait tout faire en même temps. Donc il appelle tous ses prestataires pour l'aider. Il avait, lui, un bureau où il y avait 5 ou 6 prestataires simultanément pour nous aider sur ces sujets-là. Pourquoi ? Parce qu'on a un SI qui est corrompu, qu'il faut garder. On restaure un SI sur un nouvel espace de stockage. Et il faut sauvegarder aussi tout ce qu'on remet en ligne. Mais on garde aussi les anciennes sauvegardes. Donc tout explose. On perd de l'argent aussi parce que on facture plus. On avait une piscine qui était gratuite. On avait une piscine qui était ouverte, une des seules de la région, une piscine découverte. Elle était gratuite, il y avait beaucoup de monde. Dans la presse, on l'a vu, alors verbalisation, on n'appelle plus ça verbalisation, c'est le forfait post-stationnement. Les Angevins ne le savaient pas, mais l'eurodateur y fonctionnait. Par contre, s'ils ne payaient pas l'eurodateur, il ne se passait rien du tout. Donc ça a pu générer de la grogne parmi les Angevins, et puis pour la collectivité, c'est un manque à gagner assez important. La DSI, la DSIN, je serais tenté de dire qu'on a perdu 6 mois de travail, facilement. Alors, moi, ce que j'en retiens, c'est que beaucoup de personnes ont travaillé pour moi pour sécuriser le SI, donc bonne chose. Donc ça a couvert une partie de ma feuille de route sécurité. Mais ça met en retard une DSI dans tous ces projets. Ce qui n'a pas été, ou alors j'ai pas l'information, ce qui n'a pas été évalué, c'est la perte de temps dans toutes les directions de la collectivité. Je ne sais pas combien ça nous a coûté en équivalent temps plein. Et je vous dirai pas non plus de chiffres précis de ce que ça nous a coûté, tout ça. Mais la presse, c'est ce que je vous mets, a cité 500 000 €. Je ne sais pas d'où sort le chiffre, il ne correspond pas à moi ce que j'ai eu, mais l'ordre d'idée il est tout à fait représentatif, hors temps perdu, bien sûr. Voilà. Pour finir, comment on a travaillé techniquement ? Effectivement, temps long, on en a pour au minimum 2 ans, c'était le message des cyberpompiers. Premier temps, on essaye de remettre en route des choses, la messagerie dans les 2 semaines. Dans les 2 mois, 3 mois, alors nous on était peut-être un peu plus long. Dans les 2-3 mois, on essaie de remettre des applications, et puis après, plan d'action à long terme pour sécuriser tout le bazar, pour éviter que ça revienne. Et dans l'urgence, 5 gros chantiers. Le 5e, à la limite, c'est peut-être même le plus important, mais on n'y pense pas, c'est le forensique, comprendre ce qui s'est passé. Parce que pour sécuriser, rétablir, il faut savoir ce qui s'est passé. Est-ce que l'acteur malveillant est toujours présent chez nous ou pas ? Je crois que je le détaille après. Ouais. Poste de travail, je le disais, on n'a aucun poste de travail qui était propre, donc il fallait sortir en masse des postes de travail. Réseau, on a reconstruit un système d'information totalement isolé de l'ancien. Donc beaucoup de travail pour isoler complètement ce SI. Je lisais des articles, je ne sais plus si c'est la ville de Saumur ou Annecy, où ils parlaient de salles blanches hyper sécurisées pour travailler. C'était un peu le but, c'est d'avoir quelque chose qui communique avec rien du tout, où on a juste les applications métiers. L'annuaire AD, une fois qu'on a compris ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on restaure un annuaire AD ? Est-ce qu'on a des sauvegardes ? Est-ce qu'elles sont fiables ? Et puis comment est-ce qu'on le durcit au maximum pour éviter que ça se reproduise ? Et puis après, une fois qu'on a fait ces 4 premiers points, on déroule, on restaure en fonction de la liste de priorités. Et puis en parallèle, ce que nous on a fait, c'est rouvrir les accès à Office 365 en 1 à 2 semaines, puis relancer nos sites institutionnels de manière totalement isolée au reste. Donc c'est des petits travaux en plus par rapport à notre contexte. Et puis après, pendant 2 ans, on renforce le niveau de sécurité. On cloisonne, on filtre le réseau interne. Je le disais, on avait un pare-feu. Alors nous, on a un gros réseau, gros réseau. Toujours plus gros que nous. Moi, je connais des infrastructures bien plus démentes. Mais on avait 400 machines virtuelles, 2800 postes de travail. Et tout le monde dialogue avec tout le monde, aucune règle de filtrage. On rebondit à droite à gauche sans souci. Donc maintenant, on découpe, on filtre. On met du pare-feu partout. On isole tous les réseaux, je l'ai mis en grand, tous les réseaux industriels ou assimilés. Signalisation tricolore, c'est pas de la bureautique. On crée des pratiques d'administration sérieuses. Alors, on a un super guide à l'ANSSI qui s'appelle Guide de l'administration sécurisée. Il fait, je sais pas, peut-être 150 pages ou 80, je sais pas, mais il est extraordinaire. Ils ont pensé à tout. Par contre, pour l'appliquer, même en étant cyberattaqué, c'est pas simple. Mais voilà, c'est notre fil de conduite. Enfin, voilà, c'est notre
C'est notre cible. Administration de l'AD, prendre des pratiques d'administration sérieuses, c'est-à-dire que on respecte le principe du moindre privilège systématiquement. Si je fais de l'administration PC, j'ai pas besoin d'être administrateur du domaine. Donc j'ai des comptes déjà bureautiques, des comptes administrateur PC, des comptes administrateur serveur, enfin, en fonction des typologies serveurs, et admin du domaine, on a 3 comptes admin du domaine. On a un admin de secours, et puis un compte dans le coffre-fort, pas plus. Et on évite d'être admin du domaine partout. Et pareil, quand je suis admin du domaine, j'utilise des machines pour faire de l'administration du domaine. Bon, vous avez un réseau avec 20 machines, vous n'allez pas aller dans ce modèle-là. Vous avez un modèle réseau où il y a quelques centaines de machines, il va falloir commencer à y réfléchir. Nous, plusieurs milliers de machines, c'est obligatoire. On durcit. Voilà, Windows 7, adieu. Il en reste quelques-uns, NTL MV1, SMBV1, puis la liste, c'est juste des exemples. Hein. On désactive tout ce qui est obsolète, tout ce qui est vulnérable. On met en place des mécanismes de protection. Alors là, voilà, là, on va se faire plaisir techniquement. On automatise tous les correctifs. Enfin voilà, on corrige tout ce qui n'a jamais été fait avant. Et puis le dernier, durcir l'Active Directory. Durcir l'Active Directory, c'est le nerf de la guerre. L'acteur malveillant, il n'a qu'un seul but, c'est trouver votre compte admin du domaine. Donc l'idée, c'est, je le complète là, l'idée c'est l'acteur malveillant, il rentre plus, et puis s'il rentre, qu'il ne devienne jamais admin du domaine. Et puis le détecter aussi. Donc on a réécrit notre politique d'accès à distance, on a mis en place des postes de rebond pour couper tous les accès, enfin c'est compliqué. MFA-OTP systématique, oui c'est pas simple, mais chez nous il n'y a plus aucun accès distant sans saisie d'un code supplémentaire. On s'est fait voler un compte, on se refera voler des comptes parce qu'on a plus de 3000 utilisateurs, il y en a bien un qui va se faire hameçonner un jour. Donc OTP partout, surveilleur. À distance pour Office 365 et pour l'administration interne aussi, si possible. On surveille. On a mis en place un EDR, Endpoint Detection and Reaction. Ça coûte cher. On ne s'est pas posé la question. 30 € par poste par an. Service managé. Donc vous faites le calcul sur 3300 endpoints, ça fait une petite somme. C'est ce que disait Régis de toute façon. Suite à une cyberattaque, quand on a des cases à cocher, protection faible, mini, renforcée, on met tout à fond, et puis on regarde ce qu'on casse après. Donc tout ce qui est filtrage de mail, d'URL, on a poussé tous les curseurs à fond. On n'a plus aucun serveur qui a accès à Internet. Et tout serveur qui doit joindre un service en ligne, c'est une liste blanche. S'il faut envoyer une facture Chorus ou joindre le système Chorus, il n'y a que ça qui est joignable depuis le serveur finance. Pour éviter que les serveurs soient... qu'on ait une prise de main directe dessus. Et il nous reste plein de choses à faire encore. Remettre en route des services web, remettre en route de la télémaintenance, du télétravail, de l'administration à distance, parce que mes collègues qui sont d'astreinte, ils se déplacent. Ils sont appelés, ils se déplacent. Aller vers du SOC, ça va nous coûter cher, mais moi ça me semble essentiel. Finir le filtrage du réseau interne, aller vers du bastion d'admin. Guide ANSI, la cybersécurité des systèmes Indus. Si certains ont de la SLT, sortez le guide. Il est top. Il est top et il va m'occuper pendant les 10 prochaines années. Et ouais, non, mais c'est un peu l'inconvénient des guides, hein, Régis. Il faudrait une version... la version A que j'applique en premier temps, et puis après je sors les autres guides. Non, mais bon, ça reste une cible. Et puis après, je mets le reste de la feuille de route SSI, parce que moi, il faut que je m'occupe de sécurité physique, il faut que je m'occupe de fuite de données, de l'hameçonnage, voilà. Quelques conclusions et recommandations, et je suis pas mal dans le temps. L'attaque, elle va se produire. Si vous posez la question, c'est que vous n'avez rien fait avant, donc l'attaque, elle va se produire. Donc sauvegardez tout. Sauvegardez tout. Nous, on n'a eu aucune sauvegarde qui a été touchée. On a eu de la chance, parce qu'on n'avait pas prévu. On n'avait pas que des bandes. Enfin, je vais le dire autrement. Tout n'était pas sur des bandes LTO. Si vous avez tout sur des bandes LTO, vous êtes tranquille. Enfin, pas une bande. Faites 2 bandes, parce que les cassettes, ça finit par se dégrader. L'attaque, elle va se produire, donc préparez la crise, tout simplement. Centralisez tous vos logs. Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez perdre un temps fou pour comprendre ce qui se passe. Donc tous les logs au même endroit. Et de toute façon, les cyberpompiers, quand ils arrivent, la première chose qu'ils nous demandent, c'est « sont où vos logs? Où est-ce que je chope les logs ?» Et puis, si vous avez un gros système, évitez de tout mettre dans l'Active Directory. Parce que comme l'Active Directory va être compromis,
Si un compte AD permet d'aller à la sauvegarde, bah, l'acteur malveillant, il a un compte qui permet d'atteindre la sauvegarde et il va détruire la sauvegarde. Pareil pour la virtualisation. Si vous administrez votre VMware avec un compte AD, bah, l'acteur malveillant, il va aller sur votre VMware. Et tout à l'heure, je parlais de mes Linux qui n'ont pas été touchés. Il est admin VMware, donc il va chiffrer vos machines Linux. Donc il va détruire vraiment 100% de votre SI. Pareil, hein, si pour administrer votre serveur, vous utilisez un compte Active Directory, vous êtes mal. Et puis tous les systèmes Indus, hein, si votre SLT elle est intégrée Active Directory, vous êtes mort. Les feuilles vont clignoter dans tous les sens. Globalement, tout système qui aurait un besoin DICT plus fort que votre Active Directory, hein, disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité, bah, mettez-le de manière séparée. Alors ça va vous coûter beaucoup plus cher en temps, hein, parce que vos administrateurs, ils ont deux comptes actuellement, un compte bureautique et puis un compte admin. Bah moi, ils ont des coffres forts de mots de passe hein, maintenant. Mes collègues, ils gèrent, celui qui fait du Windows, il a 5 ou 6 comptes d'administration. Et puis demain, il aurait une petite clé USB avec un certificat dessus pour s'authentifier. Bon, l'attaque elle va se produire, par contre on peut diminuer sa probabilité, sécuriser l'AD. Faites du MFA partout, filtrer, surveiller, gérer les vulnérabilités, durcissez les confs. Bon voilà, tout ça, ça va prendre du temps, mais tout ce que vous pouvez faire, allez-y. L'idée c'est d'avoir un SI qui est un petit peu mieux sécurisé que le voisin. Bon, Angers, Saumur, pareil. À Cholet, ils sont peut-être un peu meilleurs. Je ne sais pas. Et puis après, vous pouvez poursuivre. Hein. Guide de l'admin sécurisé, cloisonner, filtrer, faites du SOC, de l'EDR, gérer l'obsolescence. Hein. Votre Windows 10, qui est en version 16.09, plus maintenu depuis 2 ans ou 3 ans, il vaut plus une cahuète. Former, sensibiliser, homologuer sécurité vos SI, commencer à faire de la gestion de risque. Ouais, c'est un résumé de tout ce qu'il y a à l'ANSI. Hein. Il n'y a pas que les ransomware, et puis quelques aides, le guide 42 règles, il est bien, il est court. Il est court, hein, 42 règles. Ouais, non, parce que il y en a pour 10 ans. Parcours cyber, juste pour finir là-dessus, parcours cybersécurité pour ceux qui peuvent y aller, moi j'adore l'approche. L'approche elle est simple, hein, on regarde orga et techniquement comment c'est chez vous. S'il y a des trucs à corriger tout de suite, on le corrige. Plan de sécurisation, donc vous allez avoir votre feuille de route pour 1 ou 2 ans. Et financement de chantier, donc ouais, ça, voilà, une prise de conscience. Je suis pas l'ANSI, mais je peux dire que c'est un coup de pied au cul pour les collectivités, quoi. C'est la carotte, hein. Vous avez 90 000 euros, mais vous engagez quand même à y aller. Bonne approche. Alors, nous, paradoxalement, c'est une approche qu'on allait adopter avant la cyberattaque, mais on n'avait pas eu le temps de suivre la feuille de route. Hein. Notre feuille de route, c'est 1600 jours de travail, 1,5 million d'euros pour sécuriser le SI, donc oui, ça coûte cher. Voilà, je crois que j'ai plus rien derrière. 47, j'ai débordé. Désolé.